Alors, juste un petit mot sur le BRGEM. Donc, le BRGEM, c'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. C'est le service géologique national. Il comporte aujourd'hui environ 1000 salariés et notre cœur d'activité est autour des géosciences, c'est-à-dire en fait les aspects gestion des ressources du sol et du sous-sol. Le siège scientifique est basé à Orléans. Et du coup, moi, je suis un représentant en fait de la direction régionale Bretagne qui comporte une dizaine de personnes et on est basé au nord-est de Rennes. Alors, quand on parle d'eau souterraine, c'est bien de regarder justement parmi ces 1000 personnes qui travaillent dans ce domaine des eaux souterraines. Et nous sommes environ 120 hydrogéologues. Donc, on va dire des ingénieurs ou des chercheurs autour de cette thématique de la géologie, des roches et des eaux souterraines. Donc sur cette base, en fait, donc on nous demande de travailler autour de différents éléments sur l'amélioration des connaissances, sur la protection et sur la gestion de cette ressource en eau. Donc on a des missions d'assistance et d'appui auprès des services de l'État. On opère, on est gestionnaire d'un réseau de suivi du niveau des nappes qui s'appelle le réseau piézométrique. Je vous en reparlerai, en fait, des piézomètres, c'est des forages très particuliers dans lequel on ne va pas prélever l'eau, mais dans lequel on va suivre le niveau naturel de la nappe phréatique, de sa profondeur. Voilà, on émet, vous nous connaissez d'ailleurs peut-être comme ça dans le milieu de l'eau, régulièrement des bulletins de situation de niveau de nappe. On parlait tout à l'heure de l'étiage, avec des scénarios de sécheresse en fait, qui arrivent l'été. Ça aide également à mieux comprendre la totalité du cycle de l'eau. Voilà. Puis après, on développe différents éléments également sur l'anticipation du niveau de ces réserves en eau. Et on s'appuie également sur un certain nombre de sites internet que vous pourrez consulter librement. Je terminerai d'ailleurs au niveau de ma dernière diapositive dessus. Et juste un mot, l'année dernière, on a démarré un gros programme de recherche qui s'appelle One Water, Eau bien commun, qui est copiloté par le BRGEM, le CNRS et l'INRAE, et qui a comme objectif, je ne vous le cache pas, très ambitieux, de piloter sur une dizaine d'années en fait, la recherche académique autour de cette eau. Alors, du point de vue de, si je me recentre sur l'activité au niveau de la région Bretagne, on intervient en fait sur plusieurs projets qui ont une certaine durée de vie de 1 an jusqu'à 5 ans. Et on travaille autour de ces différentes thématiques. Donc, je vous ai parlé de connaissances, mieux comprendre ces eaux souterraines pour mieux savoir les expliquer et faire également de la pédagogie et continuer à apprendre des choses sur ce milieu complexe. On travaille également sur sa dynamique, sur comment ces eaux souterraines évoluent dans le temps, quel est le lien avec les prélèvements et avec la consommation d'eau également. Là, je parle plutôt de la consommation d'eau liée à l'eau potable. Et de plus en plus, j'ai commencé à en parler aussi, on intervient sur cette vision prospective. On nous parle de plus en plus du changement climatique. Ben, il faut aussi s'intéresser à l'évolution de cette ressource, qui est aussi cruciale pour nos différents usages en lien avec ce changement climatique. Alors, je vais commencer par ce bloc diagramme en 3D pour vous parler donc du premier thème, du cycle de l'eau. Alors, vous avez ici l'exemple d'un territoire qui peut être très bien d'ailleurs sur le Finistère, les Monts d'Arrée, sur les plus hauts sommets. Et vous voyez une rivière couler et puis qui rejoint son exutoire, son débouché naturel vers la mer. Donc, ce qu'on a fait, c'est au niveau de ce bloc diagramme, on l'a découpé un peu comme un gâteau. Et vous voyez qu'au milieu, ça nous permet de voir ce qui se passe sous nos pieds. Et les petites loupes que vous voyez à l'écran sont nos différents cœurs d'activité. Donc, on va s'intéresser, vous voyez, je vais aller de la lettre A vers la lettre E, à différents éléments. On va s'intéresser à ce qu'on appelle vulgairement les nappes phréatiques. C'est plutôt les eaux souterraines qui sont en contact avec le sol. Mais on va s'intéresser également à des ressources qui sont un peu plus profondes, et voire même qui sont encore plus profondes, avec des systèmes de failles, donc des cassures dans la roche qui peuvent amener l'eau à grande profondeur. Ensuite, ça va être également l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. On va travailler sur les liens entre ces eaux souterraines et les rivières. Quand on est sur la côte également, il y a des problématiques
d'équilibre entre l'eau douce et l'eau salée, donc ce qu'on appelle nous le biseau-salé, c'est-à-dire l'eau souterraine peut être influencée par cette avancée de l'eau de mer dans les terres, donc il faut aussi s'y intéresser, notamment je peux prendre par exemple des cultures par exemple sous serre qui sont à proximité du littoral et qui parfois ont énormément de forage. Et puis le dernier point, donc ça va être ce qui se passe en surface, à la lettre E. Donc on travaille sur aussi ces connaissances et leur diffusion. Il y a le suivi du niveau des nappes, le suivi des prélèvements d'eau, le suivi de l'évolution des polluants dans le sol et dans le sous-sol. Alors je vais prendre dans un premier temps la partie droite de ce gâteau. Et en fait, on va regarder une coupe de ce terrain pour savoir comment ça se passe au niveau du cycle de l'eau. Voilà, donc c'est l'exemple de ces schémas, où à gauche, vous retrouvez le plateau, on va dire même les monts d'arrêt, et à droite, la rivière. Donc quand on parle du cycle de l'eau, il faut savoir donc, que quand la pluie tombe à la surface du sol, la totalité n'est pas utilisée au sein du cycle de l'eau. Il y a une grande partie de l'eau qui va s'évaporer, notamment quand les températures sont élevées, comme en ce moment, et il y a une partie également qui va être transpirée ou utilisée par les plantes. Et si je parle par exemple de culture agricole, elles vont être beaucoup plus actives l'été et donc elles vont avoir tendance à utiliser l'eau et également la transpirer. Ensuite, la partie qui n'est pas évaporée ou transpirée, qu'on appelle aussi évapotranspiration, ben c'est la partie qui va nous servir au cycle de l'eau et qu'on va appeler, nous, la pluie efficace au cycle de l'eau. Donc, elle va se distinguer en deux parties. La première partie, c'est le ruissellement. Donc, c'est une eau qui ne va pas rentrer dans le sol, mais qui va glisser directement jusqu'à la rivière. Et la deuxième partie, c'est la partie qui va rentrer dans le sol et le sous-sol et qui va venir alimenter ces eaux souterraines, cette nappe phréatique. Donc, que ce soit le ruissellement ou l'infiltration, il va y avoir un écoulement. L'eau n'est pas fixe dans le sol, elle s'écoule et elle va se diriger vers les rivières. Ensuite, ces rivières vont se diriger vers la mer. Et au niveau de la mer vont se dérouler des systèmes de condensation et l'eau va retourner à l'atmosphère et retomber au sol sous forme de pluie. C'est ce principe un peu du cycle d'eau. Alors pour vous donner des ordres de grandeur, alors ça c'est des termes on va dire annuels. Il faut considérer qu'il y a quasiment 2/3 de cette pluie qui retourne à l'atmosphère sous forme d'évapotranspiration. Et donc il n'y a qu'un tiers qui sert au cycle d'eau. Et dans ce tiers de l'eau, il y a la moitié qui va dans l'infiltration et la moitié qui va dans le ruissellement. Alors ces pourcentages, alors on peut dire par exemple 60% pour l'évapotranspiration et 40% pour la pluie efficace, ce sont des pourcentages qui vont varier dans le temps, puisque, comme je vous l'ai dit, l'été, il va y avoir beaucoup d'évaporation, beaucoup de transpiration. Donc on va peut-être avoir 100% d'évapotranspiration et peu de pluie efficace. Et à l'inverse, l'hiver, les ratios vont s'inverser. Donc, c'est des grandes tendances, mais qui peuvent varier dans le temps. Alors, pour l'illustrer, on a pris ce schéma, alors qui est un peu complexe avec beaucoup de chiffres, et je vous rassure, je ne vais pas détailler tous les chiffres. Alors, comme vous le savez, c'est ce qui est en haut à gauche, c'est pas un scoop, hein, il ne pleut pas de la même façon dans les monts d'Arrée que sur le bassin rennais. Il y a même parfois un ratio de x2 hein, sur la quantité d'eau qui tombe à Rennes et à Brest. Et sur le schéma que vous voyez en dessous, on l'a représenté suivant non pas les mois calendaires du mois de janvier au mois de décembre, mais plutôt suivant ce qu'on appelle nous le cycle hydrologique. On va dire de la fin de l'été jusqu'au début de l'été suivant. Et qu'est-ce qu'on va regarder? En fait, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui se passe au niveau des paramètres du cycle de l'eau. Donc tout en haut, les pluies qui tombent. Juste en dessous, l'évapotranspiration, qu'on appelle aussi parfois dans des rapports l'ETP ou l'ETR, comme l'évapotranspiration potentielle ou l'évapotranspiration réelle. Ensuite, vous voyez, on retrouve ici par exemple un maïs qui est en train de pousser l'été et qui n'existe pas l'hiver, donc l'état de la végétation, et également l'humidité du sol. Et ensuite, la partie qui est en dessous, ça va être l'infiltration, la quantité d'eau qui va rentrer dans le sol. Donc là, je ne parle pas du ruissellement, mais que de la partie qui va alimenter les eaux souterraines. Donc vous voyez que cette partie qui va alimenter les eaux souterraines, elle va se dérouler plutôt sur l'hiver, au moment où la végétation ne s'en sert pas. Et inversement, l'été, c'est plutôt la végétation qui va s'en servir et l'évapotranspiration qui va être forte. Et donc, ces pluies efficaces ne vont pas exister. Alors, ces éléments vont expliquer également
dans le cycle de l'eau, le cycle de variation des eaux souterraines qui vont monter l'hiver, qui vont avoir un niveau qui va se rapprocher du sol. Et donc, durant l'été, ce niveau va baisser. On en parlait tout à l'heure, hein, les nappes phréatiques étaient à 1 mètre au-dessus du sol, enfin 1 mètre par rapport à leur niveau de l'an dernier, mais avaient une baisse régulière, et c'est une baisse qui est naturelle, compte tenu de ce que je viens d'expliquer. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, en fait, on vous a mis 2 cartes. D'abord, la carte de la pluie. Alors, ce sont des cartes anciennes, mais qui restent d'actualité en termes de valeur. Ah oui, alors pardon. Oui, c'est un PDF peut-être. Ah oui, oui. Ben, c'est pas grave. Donc, sur le diaporama, en fait, on avait mis 2 diapositives. La quantité de pluie qui tombe, par exemple, aujourd'hui à Morlaix, on était aux alentours de plus de 1000 mm. Donc, on va dire quasiment 1 mètre d'eau. Et sur ce mètre d'eau, vous voyez qu'il n'y en a que 400 mm qui servent au cycle d'eau. Donc, c'est pour illustrer un peu ce ratio de 60%, 40%. Alors, quand on parle, donc je vais, dans un premier temps, pour mieux vous expliquer le lien entre les eaux souterraines et les rivières, je vais vous parler donc de ces eaux souterraines. Alors, pour vous parler de ces eaux souterraines, on va jouer les enquêteurs et on va prendre une loupe et on va regarder ce qui se passe sous nos pieds. Alors, qu'est-ce qui se passe sous nos pieds? On va voir qu'on va avoir 2 secteurs sous nos pieds. Le premier secteur, quand on prend une loupe, on va regarder les grains de la roche et on va voir que l'eau circule, mais elle n'est pas contenue totalement dans cette roche. Il y a un peu d'eau, mais pas beaucoup. Et à l'inverse, quand on sera dans cette nappe phréatique ou dans cet aquifère, on va voir que les grains de la roche seront remplis d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, une roche saturée en eau, remplie d'eau. Et quand on parle d'aquifère ou d'eau souterraine, eh bien en fait, ça va être ces 2 parties, ça va être la roche et l'eau qui est contenue dans cette roche. Alors, vous entendrez parler de différents termes, hein, nappe d'eau, eau souterraine, aquifère. Considérez que c'est un petit peu les mêmes choses et qu'il existe un secteur sous nos pieds où cette roche est entièrement constituée d'eau et c'est à cet endroit qu'est situé cet aquifère. Et dans ce milieu, l'eau n'est pas stagnante, mais elle circule régulièrement, donc des plateaux vers la rivière. Alors, ça me permet d'aborder un premier élément. Dans cet aquifère, en fait, on va regarder en fait quelles sont ses caractéristiques. Et la première caractéristique, ça va être la porosité, c'est-à-dire la quantité de vide qui existe dans la roche. Alors, on a pris 3 exemples. Si on prend un sable de plage, si on le regarde à la loupe, on va voir qu'il y a énormément d'espace de vide entre les grains de la roche. Donc, c'est une roche qui va être capable de contenir beaucoup d'eau. Ensuite, si on regarde ce qui se passe au milieu, là, sur la partie orange, ce qu'on appelle roches ignées ou roches dures. Donc, ce sont des roches telles qu'on les a en Bretagne. L'eau va être contenue plutôt dans des cassures, dans des fissures. Et vous voyez qu'il y aura un peu moins d'espace rempli avec de l'eau. Et si on se place sur un dernier exemple qui existe plutôt dans le sud de la France, avec des milieux qu'on appelle notamment karstiques, ou des lieux prisés par les spéléologues qui aiment descendre dans un certain nombre de cavités, et bien là, vous imaginez qu'une cavité peut être totalement remplie d'eau. Et là, il peut y avoir aussi des quantités colossales d'eau souterraine. Alors du coup, quels sont les paramètres de ces aquifères? Donc, qui nous intéressent, c'est 2 éléments. Le premier élément, c'est le côté un peu éponge, c'est-à-dire quelle quantité d'eau peut se remplir dans l'éponge. Donc, on va se demander, suivant la nature de la roche qu'on a sous nos pieds, est-ce qu'elle est capable d'être une éponge qui se remplit beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau? Ensuite, c'est la fonction tuyau qui concerne en fait la vitesse de circulation de l'eau ou la lenteur dans ce milieu. Et là, on parle plutôt de perméabilité, parce que le milieu est très perméable ou imperméable. Alors, quand on regarde une carte géologique de la France, telle que vous l'avez à droite, on repère sur cette carte en fait 2 différences de couleurs, des couleurs plutôt en rose ou rouge, telles qu'on en a dans le massif armoricain et donc en Bretagne. On est sur des roches dures anciennes, qu'on appelle souvent roches de socle. Alors, pour illustrer ça, souvent en Bretagne, on parle de granit et de schiste. Donc, on vous a mis 2 exemples de cette roche. Et souvent, on oppose en fait ces roches très anciennes avec les roches qui existent dans le bassin parisien et dans le bassin aquitain. Et dans ces 2 secteurs, on parle plutôt de roches sédimentaires, un peu comme des sédiments qui se sont déposés dans le sol. Et souvent, alors ça correspond à la coupe qu'il y a en bas de l'écran.
Et souvent, on aime parler, enfin moi j'essaye d'illustrer ça sous la forme d'un millefeuille. En fait, dans ce millefeuille, le travail de l'hydrogéologue, ça va être d'aller rechercher la crème du millefeuille, c'est-à-dire savoir quelle roche est capable de contenir de l'eau. Si on sait où il y a de l'eau, on peut aller la chercher et l'utiliser. La démarche, elle est beaucoup plus complexe dans notre région, parce qu'en fait, on n'a pas ce millefeuille, mais on a plutôt différentes roches qui sont apparues au cours des années, sous la forme de volcans, sous la forme de remontées de magma, et on a un certain nombre de cassures. Et on retrouve les roches dont je parlais, les granites et les schistes. Alors néanmoins, on a des schémas de principe, des concepts pour expliquer qu'il n'y a pas totalement ce millefeuille, mais un petit peu ce principe qui existe sur la Bretagne. Alors pour vous l'illustrer, on va retrouver notre exemple du granit. Donc sur cette, alors ici c'est à nouveau une coupe telle que je la montrais tout à l'heure dans le cycle de l'eau, mais on va détailler un peu plus ce qui se passe dans le sous-sol. Donc c'est une coupe qui a fait à peu près une centaine de mètres de profondeur. Et à 100 mètres de profondeur, on va imaginer qu'on a la roche telle que vous la voyez en bas à gauche, donc un granit qui est complètement sain. On peut retrouver sur les pavés qu'on a en ville ou sur des tombes. Donc c'est une roche sur laquelle, si on met de l'eau dedans, elle ne va pas se remplir d'eau du tout. Donc elle ne jouera pas du tout son rôle d'éponge, elle va être imperméable. Ensuite, si on remonte un peu à la surface, on va retrouver cette roche, mais qui va être cassée, abîmée au fil du temps. Et ça correspond aux images que vous avez à droite de l'écran. Vous voyez des cassures horizontales, mais également verticales. Là, il faut imaginer que dans ces cassures, il y a de l'eau qui circule et qui peut exister. Alors, ces cassures, ça peut être quelques millimètres, mais comme vous voyez sur l'échantillon l'affleurement qui est en bas à droite, ça peut être des espaces qui font plusieurs centimètres, voire 1 mètre. Donc, on peut imaginer que l'eau circule également là-dedans. Ensuite, si on va un peu plus en surface, on va trouver ce qui est noté ici altérite ou roche altérée. Et dans l'exemple de mon granit, on va parler plutôt d'une arène granitique, une roche plutôt présente sous la forme de sable ou d'argile. Et on va dire que son stade ultime, ça peut être le sable qu'on retrouve sur nos plages. Et ce sable qu'on retrouve sur nos plages contient énormément d'eau. Donc dans ce schéma de principe, il y a quand même une réalité qu'on observe sur le terrain. Et on va retrouver deux éléments, donc les altérites et l'horizon fissuré, qui vont contenir de l'eau souterraine, qui vont jouer ce rôle d'éponge. Et on va retrouver également la fonction tuyau dans l'horizon fissuré, où l'eau va circuler beaucoup plus facilement. Alors, ce qui est important de noter, malgré la complexité de ce schéma, c'est la profondeur de l'eau souterraine sous nos pieds. Et en fait, cette profondeur de l'eau souterraine, elle va suivre grossièrement le relief. Donc, le niveau de la nappe va être assez haut sur les monts d'arrêt et beaucoup plus bas près des rivières. Et sa direction naturelle, depuis la goutte d'eau qui tombe à la surface du sol, ça va être de se diriger vers les rivières. Donc, il y a ce lien permanent entre les nappes et les rivières. Alors, j'ai parlé d'un schéma complexe, on peut encore augmenter la complexité, donc vous nous en excuserez. Mais c'était aussi pour illustrer à nouveau les granites en rose et les schistes en vert, que ce schéma peut s'appliquer sur les deux types de roches, qu'on va retrouver cet écoulement de l'eau jusqu'à la rivière, et que malgré la présence de ces roches anciennes sur la quasi-totalité du territoire, il y a également d'autres types d'eau souterraine qui sont utilisés en Bretagne, notamment pour l'eau potable. Donc on parle de bassins tertiaires. Le millefeuille dont je vous parlais tout à l'heure sur le bassin parisien ou le bassin aquitain, on peut le retrouver très localement dans certains bassins d'effondrement, notamment, et qui sont très utilisés, notamment en Ille-et-Vilaine. On peut retrouver également beaucoup d'eau autour des rivières, dans ce qu'on appelle des nappes alluviales, qui sont parfois très utilisées, notamment autour de la Vilaine et de l'Oust, où là, on peut également trouver de l'eau souterraine. Alors, quelle était l'idée de ce schéma? C'est de vous dire que une fois qu'on a compris où est située l'eau souterraine, on peut réaliser un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'aller chercher cette eau. Donc, c'est le cas des sources, des puits, comme on en a de nombreux dans le Finistère, mais également des forages, qui vont être des trous à plus grande profondeur. Alors, ces ouvrages qui viennent chercher de l'eau en Bretagne, on en a environ 30 000. C'est un nombre assez colossal. Donc, ça vous montre aussi qu'il y a de l'eau souterraine partout en Bretagne.
Et pour vous l'illustrer, sur l'image qui est en haut à droite, on a représenté 10 000 de ces 30 000 points. Et vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de dessiner les contours de la Bretagne. Alors, je vais revenir sur l'exemple tout à l'heure en fait de mes piézomètres, donc des forages qui permettent de suivre en continu la profondeur des eaux souterraines. Donc, je suis en charge en fait d'un réseau d'une 50aine de points sur la Bretagne et du suivi de ces niveaux de nappe. Et là, on vous a mis en fait deux exemples de graphiques de la variation du niveau de ces nappes depuis l'année 2005 jusqu'à l'année 2020. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que ces niveaux de nappe, chaque année, il y a des cycles annuels de je remonte, je redescends. Donc là, ça va également, enfin, cette variation est liée également aux précipitations. Donc, on va retrouver des niveaux hauts plutôt sur l'automne et l'hiver et des niveaux qui vont descendre sur le printemps et sur l'été. Alors, malgré ces cycles annuels, vous pouvez remarquer sur le graphique du bas qu'on peut avoir également des cycles pluriannuels, des successions d'années humides ou des successions d'années sèches. Et l'analyse détaillée de ces signaux vont nous permettre d'émettre des bulletins de situation de niveau de nappe que vous avez peut-être déjà vus. Alors, si vous ne l'avez pas vu, en fait, c'est des bulletins sur lesquels on représente deux types d'informations. On représente ces 50 points sous la forme de symboles pour savoir si la nappe est en train de monter avec un triangle orienté vers le haut, ou descendre avec un triangle orienté vers le bas, ou stable avec un carré. Et ensuite, ces symboles, on va les colorier suivant 7 types de couleurs, avec des couleurs plutôt bleues quand les nappes sont très hautes, et des couleurs rouges quand les nappes sont très basses. Donc, comment ça se fait? On regarde la totalité du signal mesuré. On zoome sur le dernier mois. Par exemple, là, on est à la fin du mois de juin, donc on va regarder ce qui se passe au mois de juin 2023. Et on va comparer le mois de juin 2023 avec toutes les mesures antérieures qui ont été faites sur certains points, parfois jusqu'aux années 1980, voire 90. Et comme ça, on va savoir, on parlait tout à l'heure du niveau qui était 1 mètre plus haut que l'an dernier. Là, on va être capable de savoir si ce niveau est très haut ou très bas en comparant le niveau actuel à celui des années antérieures. Alors, j'en viens maintenant à mes relations nappe-rivière. Alors, sur ces relations nappe-rivière, on peut avoir 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui qui est en haut. On va avoir la rivière qui draine la nappe. On peut dire également les eaux souterraines alimentent la rivière. L'exemple du milieu, ça va être l'inverse. Ça va être la rivière qui va venir alimenter la nappe phréatique. Et l'exemple du bas, on va se retrouver avec une déconnexion entre le niveau de la rivière et le niveau de la nappe. Donc ces mécanismes, là je les présente sur une rivière, mais ça peut s'appliquer également sur des zones humides, sur des lacs ou sur des étangs. Dans notre cas en Bretagne, très majoritairement, ce qui arrive, c'est plutôt le schéma du haut, où les eaux souterraines sont plutôt dirigées vers les rivières, et c'est plutôt les eaux souterraines qui alimentent les rivières. Alors pour l'illustrer régionalement, on a réalisé cette carte qui montre une contribution globale annuelle des eaux souterraines à l'alimentation des rivières. On a travaillé sur 70 bassins versants, donc des bassins versants à l'amont des points que vous voyez là. Les points que vous voyez là, en fait, ce sont des stations de mesure en continu du débit de la rivière, ce qu'on appelle des stations hydrométriques ou hydrologiques. Et on a représenté en rouge les bassins qui avaient le plus de contribution des eaux souterraines, et en jaune, en fait, les bassins où il y avait le moins de contribution. Alors, cette contribution, elle varie entre 40 et 80% suivant les bassins versants. Et le chiffre que vous pouvez retenir à peu près, c'est que quand on voit une rivière couler en Bretagne, il y a plus de la moitié de l'eau qui provient des eaux souterraines. Alors ensuite, pour vous parler également de je vais revenir sur l'infiltration de l'eau, illustrer ça avec 2 études que nous avons menées. La première est basée sur le territoire de Rennes Métropole et le deuxième sur un bassin versant sur la Seiche et une rivière qui coule près de Rennes. Alors, qu'est-ce qui nous a été demandé? Sur le territoire de Rennes Métropole, en fait, on nous a demandé en fait, de cartographier le potentiel d'infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol. À quel endroit c'est plutôt favorable, à quel endroit c'est défavorable. Donc, comment on s'y est pris?
Ben, on a d'abord cartographié la profondeur de la nappe au moment où elle est le plus haut. Et ensuite, on a regardé un certain nombre de critères que vous voyez sur le cycle, suivant la nature des roches, le type de sol, la profondeur de l'eau, si le terrain était plutôt ruisselant ou infiltrant. Et on a représenté la carte que vous voyez à droite. Cette carte a été déclinée dans une carte réglementaire qui a été appliquée au niveau du plan local d'urbanisme de Rennes Métropole et qui sert aujourd'hui au territoire, quand il y a des nouvelles constructions, de leur dire, bah là, vous êtes sur un territoire, il faut absolument infiltrer l'eau et ne pas bétonner la surface pour que la nappe ne se remplisse pas. Alors, un deuxième exemple, c'est sur le bassin de la Seiche. Là, la démarche du territoire était un peu différente. Elle se disait qu'il y avait peut-être des secteurs qui étaient trop drainés d'un point de vue agricole et que ça ne favorisait pas en fait l'alimentation de la rivière et la rivière se retrouvait parfois trop à sec. Donc là, du coup, on a effectué un petit peu la même démarche pour les aider à définir ces zones favorables à l'infiltration en croisant un petit peu moins de critères, mais en revenant également sur différentes cartes de pente, de profondeur d'eau souterraine et de nature des roches qui font circuler l'eau très vite ou pas vite. Et ça leur a permis de s'appuyer, d'argumenter leur discours auprès des agriculteurs pour leur dire, ben là, il faudrait penser peut-être à retirer certains drains, parce que c'est un secteur stratégique pour l'infiltration de l'eau, pour qu'elle vienne alimenter les eaux souterraines. Voilà. Alors, un dernier point, j'en arrive à la fin de l'exposé, c'est pour vous parler aussi des forages. Et dans ces forages, il y a beaucoup d'eau qui est pompée, qui est utilisée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on pompe de l'eau dans un forage? Ben, il y a en fait, le niveau de la nappe, il descend brusquement. Et il prend la forme un peu d'un cône. Alors, on parle souvent de cône de rabattement. Le rabattement, c'est la différence entre le niveau avant qu'on pompe et après qu'on pompe. Donc, quand on va pomper dans un forage, dans ce tuyau, vous voyez là, le niveau va descendre très fortement. Et ensuite, ce cône inversé va montrer que dans le forage, le niveau va descendre très vite, mais il va attirer de l'eau aussi autour de lui. Donc ça, c'est le cas pour un forage, mais quand on va réaliser plusieurs forages côte à côte, alors ça peut être l'exemple, par exemple, d'un séris, dont je parlais tout à l'heure, qui peut avoir 3 forages, et bien ces 3 forages, ils vont s'influencer les uns avec les autres, et parfois peuvent provoquer en fait des couloirs un peu de dépression où on va attirer l'eau. Alors, on peut retrouver des aspects un peu de conflit d'usage, c'est-à-dire que ces forages peuvent vider, par exemple, le puits d'un voisin. Voilà, donc il faut aussi prendre en compte ces éléments. Et on peut également avoir des influences sur des cours d'eau voisins ou des zones humides. Donc, il faut aussi prendre en compte tous ces éléments-là du point de vue réglementaire. Voilà, j'en arrive à mon avant-dernière diapositive, qui n'est pas la plus simple d'un point de vue scientifique, mais c'était pour vous illustrer un peu mon propos de ce matin. À gauche, le cycle de l'eau, et à droite, les liens eau souterraine, eau de surface. Alors, à gauche, un schéma assez complexe d'une publication scientifique où on a cherché à dater l'âge de l'eau en fonction de la profondeur. Alors, je vous parlais tout à l'heure du cycle de l'eau et également de variations de niveau de nappe avec des cycles annuels, de je monte, je descends, je monte, je descends. Ça, c'est le mode de fonctionnement habituel, mais néanmoins, quand on date l'âge de l'eau en profondeur, et notamment dans le tuyau dont je parlais tout à l'heure, là, l'horizon fissuré, on va retrouver des âges qui vont de 20 à 50 ans. Donc, c'est des âges très anciens et qui ne sont pas du tout à l'échelle de l'année dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans ce cycle de l'eau, il y a des boucles rapides, mais il y a également des boucles qui sont très longues. Voilà. Et quand on regarde l'image de droite, alors l'image de droite, c'est l'évolution en rouge des teneurs en nitrate au niveau d'un captage sur la commune de Saint-Onan. Donc on voit que l'évolution des nitrates augmente depuis les années 70, puis à partir des années 2000, il y a une baisse régulière. Et on nous avait interrogé en nous disant, sur notre périmètre de protection, sur les espaces réservés autour du captage, on a mis en place des opérations de boisement. Et on nous a posé une question simple, on nous a dit, est-ce que ce boisement, c'est la cause ou l'explication de cette baisse des nitrates? Est-ce que c'est effectif? Est-ce que ça fonctionne bien? Donc, on a comparé cette évolution des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines
à celle qui existe dans la rivière un peu plus loin. C'est la courbe et tous les points que vous voyez en noir. Et en fait, on voit que cette baisse, elle est totalement synchrone. Elle se déroule de la même façon entre les eaux souterraines et la rivière. Donc, ça prouve bien qu'il y a ce lien permanent entre ces eaux souterraines et ces rivières. Et que l'amélioration de la qualité de l'un va avec l'amélioration de la qualité de l'autre. Voilà, j'en ai terminé pour mon intervention. Je voulais juste vous référencer ces 3 sites internet qui pourront vous être utiles dans vos futures démarches. Le premier site internet qui s'appelle Infoterre vous permettra d'aller récolter différentes informations sur la géologie, mais également sur les déclarations de forage qui existent autour de chez vous. Celui du milieu HADES vous permettra de vous renseigner sur la profondeur des eaux souterraines, les niveaux piézométriques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également la qualité de ces eaux souterraines. Et le dernier site internet en bas, qui s'appelle CIGES Bretagne, est un site qu'on a localement développé spécialement pour la Bretagne, où vous retrouverez une quantité assez importante d'informations si vous voulez creuser davantage cette problématique des eaux souterraines. Voilà, merci pour votre attention.